chers collègues. La parole est maintenant à Madame Annick Girardin pour le groupe 2RDP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Comme en première lecture, les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste soutiennent cette proposition de loi à l'initiative du groupe SRC. Au vu de la baisse du pouvoir d'achat de nos concitoyens, le président de la République a annoncé un déblocage exceptionnel de l'épargne bloquée au titre de la participation. Cette proposition de loi met en œuvre cet engagement. En cette période économique troublée, il est bien évident et bienvenu que les ménages puissent maintenir leur niveau de vie en accédant prématurément à leur épargne salariale. Le pouvoir d'achat des Français est une préoccupation première de notre groupe. C'est la raison pour laquelle, comme l'avait indiqué Dominique Auriac en première lecture, nous souhaitions que le déblocage de la participation ne soit soumis à aucune condition. L'épargne salariale appartient aux Français. Ils doivent donc pouvoir en disposer en toute liberté. Or, à la demande du rapporteur, chers collègues, l'Assemblée nationale a adopté une restriction de cette liberté. Nous comprenons le raisonnement. Les expériences précédentes ont montré que l'épargne ainsi débloquée venait alimenter au moins autant l'épargne sur livret que la consommation. Pour optimiser l'impact sur la consommation, le rapporteur a donc cherché à ce que l'épargne débloquée n'alimente pas les livrets d'épargne. Un mécanisme a donc été trouvé, demandé à ce que les salariés tiennent à la disposition de l'administration fiscale les pièces justificatives attestant de l'usage des sommes débloquées. Pour notre part, nous émettons plusieurs réserves sur cette disposition. Premièrement, l'épargne dont nous discutons n'est pas de l'épargne gagnée de façon indue. Elle est le fruit de l'effort conséquent de la part des salariés pour lesquels l'État autorise le déblocage anticipé. Rien de plus. Les salariés pourraient donc espérer en disposer librement. La conditionnalité telle qu'elle est proposée risque de donner le sentiment que les sommes mises à disposition sont un cadeau. Ce n'est pas le cas. Notre deuxième réserve porte sur la complexification du dispositif que cette nouvelle disposition engendre. Les salariés ayant recours au dispositif devront garder les factures. Si on associe la complexité de l'administration à la paperasse que nous demandons à nos concitoyens de garder, alors nous ne faisons qu'augmenter cette complexité. Il semble suffisamment difficile de simplifier l'existant pour ne pas avoir à complexifier les niveaux dispositifs que nous mettons en œuvre. Une troisième réserve porte sur la disproportion de cette conditionnalité par rapport à ce qui est demandé aux entreprises dans le cadre du crédit d'impôt compétitivité emploi. Demandons-nous aux entreprises de garder des factures de leurs investissements dans les outils de production ou dans les transitions énergétiques? Non. Toute proposition cherchant à encadrer le CICE de façon effective, et non seulement par des mots, a été rejetée ici, à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi requérir auprès des ménages ce que nous n'osons imposer aux entreprises? Cette dichotomie est étonnante. D'un côté, on donne 20 milliards d'euros aux entreprises au moyen d'un crédit d'impôt, c'est-à-dire de l'argent qui ne leur appartient pas, et on a été pour, sans contrepartie réelle. De l'autre, on propose aux ménages de débloquer la participation à l'intéressement qu'ils ont accumulé, c'est-à-dire leur argent, mais en les obligeant à fournir des justificatifs. Nous ne sommes pas certains que cela soit bien accepté par les Français. Et ne serait-il pas paradoxal d'appeler à une politique de la demande au niveau européen et de privilégier les entreprises au détriment des ménages au niveau national? L'hypothèse sous-jacente à la plupart des interventions dans le cadre de nos débats, c'est que toutes les formes d'épargne ont la même relation à la consommation. On aurait tort de croire que la transformation d'une épargne peu liquide, l'épargne salariale, en épargne liquide, l'épargne sur livret, n'aide pas à la consommation. Peut-être qu'en effet, qu'à très court terme, l'épargne débloquée ne se traduira pas par un surplus de consommation. Mais même si elle est placée sur des livrets, elle viendra augmenter l'épargne liquide des ménages, qui ressentiront alors moins de besoin de constituer une épargne nouvelle et qui pourront alors plus consommer. Non pas par à-coup, sur une période de 6 mois, comme ce type de mesure y incite, mais de façon plus lisse et plus continue, d'après nous. Enfin, et cela a été souligné par nombre de nos collègues, il n'est pas certain que la consommation de biens durables favorise la production française. On pourrait même penser que c'est la consommation de biens courants et de services quotidiens qui pourrait être la plus à même de relancer la croissance. Or, les Français n'utiliseront pas l'épargne débloquée pour des biens et services courants s'ils doivent conserver chaque facture.
Vous l'aurez compris, nous avons donc des doutes sur l'opportunité du rajout de cette conditionnalité, même si, en effet, elle sera réellement, sa portée sera limitée. Car en l'état de la rédaction actuelle, on peut douter qu'au-delà des bonnes intentions, l'obligation de conserver les factures sera respectée. Le texte n'indique pas combien de temps ces documents devront être gardés, ni même à quel moment les achats devront être réalisés. Si le déblocage est effectif au 30 décembre 2013, faut-il absolument que les achats aient lieu le 31 décembre, c'est-à-dire à la date butoir de ce dispositif? Ou pourront-ils être réalisés en 2014? Peut-être pourriez-vous, monsieur le rapporteur, nous éclairer sur ces points tout à l'heure. Dans tous les cas, le manque de détails sur cette disposition minore grandement son impact réel. Cet écart entre la volonté affichée d'une part et la précision législative pour porter cette volonté d'autre part fait écho à la référence au secteur automobile, qui n'a qu'une très faible valeur normative. Et d'ailleurs, pourquoi cette référence? Pourquoi vouloir à tout prix orienter les achats des ménages vers ce secteur en particulier? Certes, l'industrie automobile française est conséquente, mais toutes les voitures achetées en France ne sont pas fabriquées dans notre pays. Loin de là, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'autres produits qui sont fabriqués en France et qui n'ont rien à voir avec l'automobile. Comme vous, monsieur le rapporteur, nous partageons le regret de devoir garder cette mention dans le texte final. Il aurait fallu pouvoir modifier une nouvelle fois le texte. Il aurait fallu qu'au moins 2 lectures soient faites dans chacune de nos chambres. Bref, il aurait fallu que le Parlement légifère, mais on ne le peut pas. La multiplication des textes, dont la portée législative est douteuse, et le changement incessant de calendrier nous y obligent. Une fois de plus, on a adopté des textes dans la précipitation. Il y a eu la loi relative à la mobilisation du foncier public qui a été invalidée en raison d'une erreur de procédure. Puis le projet de loi de finances que les sénateurs de la majorité ont dû repousser afin de s'assurer qu'il puisse être adopté avant la fin de l'année. Et maintenant, il y a cette proposition de loi que nous considérons tous mal écrite, mais qui ne peut être amendée faute de temps. Et c'est malheureusement trop souvent le cas dernièrement. Nous partageons la nécessité de devoir adopter cette proposition de loi au plus vite. Mais cette proposition de loi aurait pu être menée à son terme sans précipitation si d'autres textes, moins urgents ou contenant de nombreuses dispositions réglementaires, n'avaient pas absorbé le temps dont dispose notre Assemblée. Il est normal que la première année d'un changement de majorité entraîne une forte activité législative, mais les textes ne sauraient être rédigés et examinés à la hâte. Le Parlement fait la loi, mais il la protège aussi. On ne peut se satisfaire que des textes inachevés ou imparfaits, et perçus comme tels par notre Assemblée. Et je crois honnêtement qu'aujourd'hui, mes chers collègues, nous avons ces questions à se poser fortement et tous ensemble. On l'a vu, le texte comporte des imperfections, mais la proposition de loi comporte aussi des avantages que nous saluons et qui justifient notre soutien. Avant tout, le dispositif donnera une bouffée d'oxygène au pouvoir d'achat des Français. Il leur donnera la possibilité, s'ils le souhaitent, de réaliser des achats conséquents et durables. Alors que le pouvoir d'achat est en berne, le président de la République et sa majorité auraient été coupables de ne pas recourir à un tel instrument au moment où nos concitoyens en ont le plus besoin. Car, ne nous méprenons pas, le bénéfice de cette proposition de loi se fera non pas tant ressentir sur l'économie nationale que sur les ménages qui débloqueront leur épargne salariale pour réaliser les achats qui leur tiennent à cœur. Contrairement aux mesures similaires adoptées dans le passé, seront concernés aussi bien la participation que l'intéressement. Cet élargissement n'est pas un détail. Il montre la volonté du gouvernement de ne pas s'adresser uniquement aux salariés des grandes entreprises, qui bénéficient principalement de la participation, mais aussi aux salariés des petites entreprises, qui ont le plus souvent accès à l'intéressement. La priorité du gouvernement et de notre majorité doit porter sur les salariés les moins protégés et bénéficiant le moins d'avantages sociaux. Ce texte en est l'illustration. Il est aussi prévu que le gouvernement remette au Parlement, dans un délai d'1 an à compter de la promulgation de la loi, un rapport dressant le bilan de la mesure de déblocage exceptionnel. Ce rapport devra notamment préciser les montants débloqués et l'utilisation des sommes perçues. Les sénateurs ont maintenu cette disposition. Elle est indispensable pour que l'on puisse enfin connaître l'impact réel de ces mesures qui, bien qu'exceptionnelles, sont régulièrement mises en œuvre. Enfin, cette proposition de loi n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un ensemble de mesures plus larges qui ont tous pour objectif de soutenir la consommation. Nous examinerons dès la semaine prochaine le projet de loi sur la consommation. En protégeant les consommateurs et en rétablissant la confiance avec les producteurs, nous construirons une reprise durable de la consommation et donc de la croissance. Ainsi, les députés du groupe RDP soutiennent cette proposition de loi, non pas tant pour ses effets macroéconomiques, mais surtout pour le coup de pouce
que le dispositif représente pour près de 9 millions de nos concitoyens. Merci.